J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. À un bout, les illuminations. J'adore cette histoire, enfin, j'essaie de guider mon travail avec cette pensée. L'architecte Roland Castro se propose de nous faire découvrir son Paris, un Paris qui, vous le verrez, n'est pas exactement celui qu'on vend dans les agences de tourisme. Paris. Au commencement, il y a le fleuve. Au commencement, il y a le fleuve. C'est l'événement majeur, quoi. C'est le fabricant de la chose. Bon, évidemment, ça démarre là, parce que les Grecs et les Romains démarrent là. À l'île de la Cité. L'île Saint-Louis, il y en avait une troisième, d'ailleurs, qui est là. Bienvenue à bord. L'île de la Cité, la tribu des Celtes parisis, a donné son nom à la ville. Île de la Cité. Île de la Cité. L'île de la Cité, annunciata dal giardino del Vergalan, che ha dietro la Place Dauphine, il Pont Neuf del 1700 e il ponte più antico di Paris. De toute façon, tout au long d'un voyage sur la Seine, on trouve, en tout cas à proximité, la plupart des institutions de la République, les grands musées, enfin, etc. Donc c'est vraiment là qu'on voit que, d'une façon extrêmement claire, l'essentiel de la vie publique s'est organisé autour du fleuve. C'est vraiment une avenue en plus. Elle est domestiquée d'arbres comme une avenue parisienne. Sauf que là, on a la chance d'être sur l'eau. C'est le seul exemple que je connaisse de domestication à ce point d'un fleuve dans une ville. Il y a toujours des histoires de perpendiculaires. Toujours. Il y a des perpendiculaires de Ciel à la Seine extrêmement importantes, un peu partout. Tout se construit autour du fleuve. Il y a tout un travail de ciel. Alors, dans les plus grands, les plus connus, c'est évidemment le Palais de Chaillot, la Tour Eiffel, l'école militaire, les Invalides, le Grand Palais, le Petit Palais, la place Beauvau, etc. La façon dont la Concorde, la Madeleine est là, l'Assemblée nationale est là, etc. À bâbord, la Tour Eiffel. On va arriver au plus grand système de ciel qui est dans Paris, quand il y a la Tour Eiffel, plus loin l'école militaire, là-haut le Palais de Chaillot. Donc il y a eu un concours international pour faire le Palais de Chaillot, transformé. Celui qui a gagné a fait un trou. Il a laissé passer le ciel. Quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. La Seine fonctionne comme un endroit où le ciel s'écarte perpendiculairement à elle. À tribord, quai d'Orsay, Palais Bourbon. Siège de l'Assemblée nationale avec sa façade à l'antique. Là, je voudrais bien que vous ne loupiez pas de ça. Il y a un très très étrange... Il y a deux bâtiments incroyables, là, avec un plat à barbe. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas une unité de style, mais qu'il y a une unité de comportement et puis qu'il y a plein d'événements très amusants. À bâbord, Palais du Louvre. Dès le XIIIe siècle, la forteresse des rois de France. Bon, là, on arrive chez le roi, les rois. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient de Paradis, il est le point zéro des routes nationales. C'est pas la chose la plus heureuse qu'ait fait Haussmann de récurer devant Notre-Dame. C'est un peu bête d'avoir imaginé qu'elle méritait une grande perspective. C'est pas prévu comme ça. À l'époque gothique, il faut qu'on puisse prendre l'église de plein fouet. Alors la grande bibliothèque, personnellement, et il n'y a pas que moi, ça m'énerve prodigieusement, quoi. Je trouve ça attriste un morceau de Paris. Mais quand même, la règle de faire attention à la Seine est tout à fait respectée.
La grande vedette, ce ciel bleu de Paris, cher aux impressionnistes. Alors il y a un truc, bon, il y a les Champs-Élysées, c'est un tout petit peu exagéré dans son genre, c'est très connu. C'est d'ailleurs la seule ligne qui n'est pas perpendiculaire à la Seine, elle part comme ça, est-ouest. Bon. C'est une grande décision de Le Nôtre jusqu'à la terrasse de Saint-Germain. C'est dans le rapport avec l'histoire des rois de France qui, eux, se sont mis parallèles. On a tiré jusque-là, bon, après on a fait ça. Puis ça continue jusqu'à la terrasse de Saint-Germain, c'est là-bas. Et il y a eu le coup de génie d'ailleurs de la Grande Arche pour attraper le truc, et puis ça continuera sûrement encore. C'est un lieu que moi je fréquente pas beaucoup, mais qui en effet en même temps un événement inouï, quoi. Et Le Nôtre, il est mort depuis longtemps, mais il est quand même architecte en chef du truc. C'est lui qui a fait qu'on a choisi la Grande Arche, c'est pas autre chose. C'est Le Nôtre, il y a un type qui a tiré une ligne, et ça a marché. Je rêverais évidemment, et ça reboucle sur ce que je vous ai dit sur la Seine, je rêverais que la Seine soit un moyen de transport. Je pense que ça marcherait extrêmement bien, que la Seine soit un très actif moyen de transport. Alors ça, je fais régulièrement, je propose ça. Moi. En plus, on pourrait d'aller d'Ivry à Suresnes sans écluse. On aurait un chemin génial dans la partie la plus belle de la ville. Mais Paris, ce n'est pas seulement la Seine. Paris n'est pas une plaine, mais jouit d'une topographie hérissée de 5 collines, culminant pour certaines à plus de 100 mètres. Alors après, une fois qu'on a fait la Seine, par exemple, bon, la bonne idée, c'est de monter sur une colline, à Belleville, à Montmartre. Et on va s'apercevoir que ces collines ont résisté aux événements lourds d'urbanisation. Haussmann n'a pas pu passer. Il a tenté d'attaquer Montmartre par l'avenue Junot, mais ça n'a pas marché. Donc elles vont résister perpétuellement à toutes les tentatives d'éradication et d'urbanisation. Elles vont devenir assez chic à Chaillot, plus populo évidemment à l'est, normal, à Montparnasse. Bon. Mais elles vont résister, quoi. Alors, on arrive sur la colline du Télégraphe. C'est le point le plus haut de Paris. C'est là qu'il y avait le télégraphe d'ailleurs, comme son nom l'indique. Alors évidemment, là, on voit bien comment les choses ne sont pas ordonnées comme dans le reste de la ville. On est sur les collines. Il y a eu beaucoup de... C'était des quartiers plus pauvres. Il y a beaucoup de choses hétérogènes. Il y a eu pas mal d'irrespect et de violence par moments d'ailleurs, dans la manière de faire que les choses se sont posées. Notamment, il y a eu le massacre de la place des Fêtes, qui est un scandale. Moi, je passe tous les jours et je me demande comment faire pour remodeler ce quartier. C'est dramatique ce qui s'est passé là. C'est une blessure dans la ville. Mais il y a quand même toutes ces choses au sol, cette manière de planter les arbres. Il y a toute une manière parisienne de faire qui fait que c'est moins agressif. Enlever les arbres, là, ça devient vraiment agressif. Alors là, il y a une descente sublime sur Paris, quoi. Là, j'adore. Là, ça fait partie de mes grands bonheurs, quoi. On voit la tour Saint-Jacques et Beaubourg et le moutonnement des toits, quoi. Et les collines, je crois qu'on doit avoir Meudon, un truc comme ça, là-bas. Formidable. Il y a quand même des choses que je trouve belles, c'est que l'espace public est aussi beau que l'on soit à la Nation ou à l'Étoile. Alors à l'Étoile, c'est des bâtiments beaucoup plus luxueux, à la Nation, beaucoup moins, mais à chaque fois, l'espace public est bien traité. Donc il y a partout, je sais que je vais trouver une manière de planter les arbres. En plus, je découvre énormément d'arbres. C'est une ville qui est sauvée par notamment un génie qui a été Alphand, le jardinier d'Haussmann. Il y a
il y a plein de bricoles rattrapées par Alphand, il y a plein de petits squares formidables, il y a plein d'avenues, pleines d'arbres. Enlever les arbres de Paris, c'est une ville sinistrée. Donc il y a de l'arbre organisé, de l'arbre architecturé, de l'arbre qui canonce le pas du promeneur. Enfin, bon. Il y a donc tout ce travail sérieux de bricoles en plus. Il y a des grandes avenues, puis il y a des bricoles, il y a l'art d'accommoder les restes, il y a un nombre de petits restes, de petits jardins, etc., très, très important. Il y a aussi plein de villages. Quand on commence à connaître Paris, on va découvrir des tas de petites concrétions urbaines extrêmement charmantes qui ont gardé des caractères de retiro complets. Mais en même temps, on est de l'ensemble de la ville. Donc là, on est à Moussaïa, c'est un quartier de Paris, dans les Hauts de Paris. Très sympa. Alors là, on est dans un petit système très joli, construit sur des carrières. Donc on s'aperçoit qu'il y a des carrières un jour et on se dit qu'on peut faire que des petites maisons. Alors c'est très joli parce qu'il y a des venelles et des maisons avec des petits jardins devant. Le tout, après, coexiste avec des grandes barres en haut. Moi, j'aime bien la ville pour ça, pour cette coexistence. J'aime pas la pureté urbaine. Ça, comme tout le monde, ça m'emmerde. Plutôt des maisons ouvrières qui sont devenues des maisons de bourgeois. Voilà, là, il y a eu des bombes qui sont tombées. Là, on a reconstruit il n'y a pas longtemps. Enfin, juste après la guerre. Là, on va découvrir une école comme la Troisième République les faisait. C'est une ville qu'on a toujours construite sur elle-même. Elle a passé son temps à grandir, à passer de fortif en fortif, mais elle s'est construite sur elle-même. Elle s'est retaillée. C'est pas une ville qui s'est étendue. C'est une petite ville. 10 km, 10 km. C'est une petite ville très serrée. C'est une des villes les plus denses du monde. Et c'est une ville très dense dans laquelle on n'a pas le sentiment de la promiscuité. Alors que dans un grand ensemble beaucoup moins dense, on aurait ce sentiment de promiscuité. Là, on n'a pas. On a toujours, on peut y garder son misérable tas de petits secrets. Paris est une ville extrêmement tracée, qui a connu des tailles. Pas seulement sous Haussmann, des trous faits dans la ville, par exemple, les places royales. Les tailles haussmanniennes et toutes les tailles faites dans Paris n'ont jamais été des tailles éradiquantes de tout. On a toujours du choix dans la manière de s'y promener ou de s'y mouvoir. Donc, on n'est jamais dans des figures obligées de l'organisation urbaine. La Venelle, enfin bon, c'est un système très joli. Si on calcule la densité d'occupation du sol ici et celle dans un grand ensemble comme les 4000 de la Courneuve, on verrait que c'est la même. Parce qu'il y a beaucoup de surfaces de plancher construites et que dans certains grands ensembles, il y a très peu de places construites. Mais c'est empilé très très haut et en général posé en quinconce pour que ça occupe tout l'espace. Donc là, c'est un petit chemin qui file, mais c'est assez dense. C'est pas de la maison individuelle majestueuse et un peu sotte avec toute sa vanité autour de jardin. Donc c'est une manière même d'avoir un jardin qui est pas très grand évidemment, mais qui est très sympathique en ville. Voilà, alors tout ce quartier est fait de systèmes de rues et de petites venelles de ce type. Et c'est évidemment assez varié stylistiquement. Vous en voyez une plutôt années 30 là. Avec, chacun y va de ses plantations, de ses manières de se cacher du voisin. Voilà, on voit une rocaille. On voit une rocaille assez romanesque, là, avec un petit pli comme ça. Il y a un art un peu savant d'habiter sur 3,50 m, 4 mètres. Hein. C'est 4 mètres de large. Mais moi j'aime beaucoup regarder ce petit pli, là, c'est vraiment un petit bonheur. Il y en a plein de comme ça, des petits bonheurs. Une grille moderne, un peu radicale. Voilà.
Après, de la végétation qui pleure. Ce qui est sympa, c'est cet espace public-là, par rapport à un coron. Tout le monde connaît des corons. Cet espace-là est sympa, cette protection semi-publique du jardin, ou privée, ou qu'on rend un peu public au choix de soi-même. Hein. Cette manière de pouvoir se présenter aux autres, ce qu'il n'y a pas dans le coron. Très souvent, on est sur la rue. C'est le même principe, c'est l'habitat en bande. Bon, alors, en plus, il y a la pente, ce qui rend la chose plus gracieuse, plus pittoresque. Bien sûr qu'on peut le refaire. Il ne faut surtout pas imaginer que qu'il faut en faire partout et que tout le monde a droit à ça. Parce que la ville, c'est justement une complexité bien plus grande. Donc, il y a des gens qui préfèrent habiter dans des immeubles. Donc il y a 1000 manières de faire. Hein. Là, il y a une culture une culture et de la nature, peu de nature, mais bien plus féconde émotionnellement que d'immenses espaces verts. Mais ce que j'aime bien dans le quartier de la Mouzaïa, c'est qu'il est traversé de rues. Il n'est pas enfermé, comme il y en a d'autres, je pourrais vous montrer dans l'endroit de Paris, incroyablement secret. Celui-là, il est un secret très public. Enfin, les morceaux de secret qu'il donne sont fréquentables par tout le monde. Et quand c'est en ville, quand quelque chose est en ville, il est donné à tout le monde. Après tout, la façade d'un immeuble est offerte à tous. Tout le monde en profite quand même, pas que ceux qui habitent dedans. C'est un des aspects importants qui a été oublié par le mouvement rationaliste. L'idée de Le Corbusier, c'est que chacun doit habiter très bien. Mais il a oublié une idée, c'est que si tu regardes la ville de ta maison, n'oublie pas que la ville regarde ta maison. Voilà, la ville n'a pas très envie de regarder ça. Il n'y a pas de doute. On navigue sur le fleuve, on grimpe aux collines, mais qu'en est-il de la ceinture de Paris ? Le dernier acte urbain et architectural de Paris, vraiment sérieux, c'est la démolition des fortifs. Et dans les années 20, et on construit la ceinture des HBM. Et il y a une manière de fabriquer avec de l'habitat social bien fait, avec des rues, avec des placettes, avec des mises en scène très intéressantes. Il y a une manière de fabriquer une manière d'entrer dans la ville. Moi, quand j'entre dans la ceinture des HBM, indépendamment du fait que je suis content de voir qu'avec du logement social, on fait des beaux bâtiments, alors que 60 ans après, on aura tout oublié et on fera n'importe quoi, ça m'apaise, voilà. Cette ville m'apaise. Là, on commence à arriver dans un système que j'aime beaucoup, qui est la manière d'avoir fait du logement social dans les années 20-25, qu'on appelle des HBM, des habitats bon marché. Et il y a beaucoup de qualité dans ces bâtiments. Il y a du bas, il y a du haut, il y a beaucoup de travail. Vous voyez, il y a des petits beaux windows qui sont les séjours. Les surfaces sont moins grandes que les surfaces d'aujourd'hui, mais les gens approprient beaucoup mieux ces logements. Ils sont toujours très populaires, alors que les gens détestent les bars dans lesquels on les a mis après-guerre. Donc c'est une leçon très intéressante. Alors bon, en plus, il y en a partout tout autour de Paris. C'est vraiment la ceinture de Paris. J'aime beaucoup Je sais que je rentre dans Paris quand je commence à voir ce type de construction, qui ont des qualités d'urbanité très sympas, des petites courettes. Enfin bon. Ils sont pas très... C'est fait à toute vitesse, au moment où on démolit les mortifications après la guerre de 14. Et alors, par rapport à l'argument qu'on vous donne toujours pour expliquer les bars et les tours, ça a été fait à toute vitesse, ça aussi. Et ça a été bien fait. On continue, c'est toujours du HBM. Alors, on peut en faire d'autres, hein, on pourrait en faire des kilomètres. C'est vrai que cette ville, elle est bien, elle supporte à peu près tout, parce qu'elle est bien tracée du point de vue des rues. Mais là, quand même, il y a une agression extrêmement violente, blessante. Et par exemple, je vous ai montré les HBM tout à l'heure, et je vous montre ça. Les HBM sont aussi denses que ça, parce que ça, c'est très écarté d'un bâtiment à l'autre.
Les HBM sont intelligents, ils sont plissés l'un sur l'autre, ils fabriquent de l'espace public. Et là, on fabrique la guerre contre les autres, quoi. C'est vraiment une des plus mauvaises choses qu'on puisse trouver dans Paris, quoi. Regardez un tout petit espace comme ça, avec beaucoup de bâtiments, la qualité des entrées, la manière dont les choses montent au ciel, hein, les corniches, le pied, qui est en matériau un peu plus noble que la brique, la manière de tourner un angle, tout ça est bien fait. La symétrie des deux bâtiments qui est en face, les 6 arbres qui qualifient le jardin, enfin, tout ça est savant, pas cher. Bon, et après, voilà. 60 ans après, on a fait ça, c'est-à-dire on a empilé les gens. Bon, c'est pas le pire, hein. Celui-là, il a l'avantage de ne même pas être prétentieux. Il y en a des prétentieux. Mais c'est dramatique, quoi. Il y a une perte de savoir insensée qui s'est passée et qui ne s'explique pas uniquement pour des raisons économiques, qui s'explique par des raisons mentales. Parce que l'idée qui prévaut là, c'est que par exemple, tout le monde a la même chose, c'est très bien, c'est très égal. Là, c'est un peu inégal, j'imagine, par rapport à ce qui se passe dans les toitures ou en bas. Enfin, d'ailleurs, c'est pas très inégal non plus. Mais ça donne une idée de l'égalité bien meilleure. C'est une maison, quoi. C'est une maison dans laquelle plein de gens habitent. Là, c'est un lieu de stockage. Enfin bon, un lieu de stockage. Dans la plupart des trucs comme ça, on a déjà réhabilité 3 fois. Hein? Et en plus, parfois on démolit. Bah, c'est moins cher de faire comme ça, une fois pour toutes. C'est une réflexion presque plus générale, mais moi je pense qu'il y a vraiment de l'argent pour que tout le monde puisse bouffer. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est un problème de courtoisie et de plan de table. Et la ville, c'est pareil. Et pour la question urbaine, c'est pareil. C'est un problème de courtoisie et de plan de table. Faire un beau plan de table pour tous les citoyens. Et ça ne coûte pas plus cher, je suis sûr. Voilà, certain. Mais c'est une question mentale. Or mentalement, on pense que les pauvres, le minimum suffit, et le minimum peut être du panneau et des trous dedans. Et voilà. C'est très très bête. Mais l'architecte Roland Castro, spécialiste du logement, que construit-il? Que dessine-t-il avec ses collaborateurs dans son agence du boulevard Ménilmontant? Ça, c'est des images d'un quartier qu'on est en train de fabriquer à Bobigny, qui est composé de maisons individuelles superposées. Ça monte jusqu'à 11 étages, mais c'est un nouveau type d'habitat très intéressant parce qu'à la fois, il y a de l'un, extrêmement précis, quoi, de l'individu, et puis du commun. Il y a 3 types de maisons qui se superposent. Ça fait évidemment un gros immeuble, mais il ne ressemble pas du tout à un immeuble collectif tel qu'on les connaît. Et il y a vraiment des grandes terrasses qui permettent d'habiter autour de cette terrasse. On croit beaucoup à ce genre de choses, un peu comme un développement de la manière d'habiter qui soit bien plus humaine et chaleureuse que... On n'achète pas que son appartement, on achète le rapport à l'autre. Ça, c'est très important, parce que l'essence de la bonne ville, c'est la rencontre sûrement, mais c'est surtout de pouvoir être soi-même. Absolument, radicalement, singulièrement soi-même. Alors ça, on peut.